Prestation de serment de 2 membres de la Cour constitutionnelle. C'était ce matin sous la présidence du chef de l'État Issoufou Mahamadou. La communauté éducative nigérienne décerne un témoignage officiel de satisfaction à la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. Les acteurs de l'éducation célèbrent ainsi les 10 ans de prouesse de la première dame pour la promotion du système éducatif nigérien. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. À travers un communiqué rendu public cet après-midi, le gouvernement du Niger s'est prononcé sur les événements survenus dans la nuit du 30 au 31 mars 2021. La teneur avec Zakaria Abdraman, ministre porte-parole du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de coup d'État a été déjouée. Une enquête est ouverte. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les auteurs et leurs complices afin de les mettre à la disposition de la justice. Il en est de même pour le commanditaire interne et externe. D'ores et déjà, plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé, comme l'attestent les dernières élections démocratiques, libres et transparentes, saluées par l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Le gouvernement tient à féliciter la garde présidentielle et les autres forces de défense et de sécurité pour leur prompte réaction, témoignant ainsi de leur loyauté et de leur fidélité vis-à-vis de la République. Par ailleurs, le gouvernement informe la population que la situation est totalement sous contrôle et l'invite conséquemment à vaquer normalement à ses occupations quotidiennes. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Pour l'agenda présidentiel, notez que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a présidé la cérémonie de prestation de serment de 2 membres de la Cour constitutionnelle. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le compte rendu avec Mariam Kaita, Yazira Biou et Issaka Issa. Le cérémonial a une fois de plus été respecté. C'est le président de la République, chef de l'État, chef suprême de la magistrature, qui a présidé la cérémonie de prestation de serment de ces 2 nouveaux membres qui viennent étoffer la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la cérémonie solennelle de prestation de serment de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. J'invite l'huissier à bien vouloir installer les membres. Décret numéro 2021-202 PRN-MJ du 24 mars 2021 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution du 25 novembre 2010, vu la loi organique 2012-35 du 19 juin 2012, déterminant l'organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, modifiée et complétée par la loi organique 2020-036 du 30 juillet 2020, décrète. Article 1er. En application des dispositions de l'article 2 de la loi 2020-035 du 19 juin 2012, déterminant l'organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, les personnalités dont le nom suivent sont nommés membres de la Cour constitutionnelle. Monsieur Kondo Umaru, avocat à la Cour, élu par ses pairs. Monsieur Imaran Maïga Amadou, élu représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions intérieures contraires. Article 3. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger.
fait à Niamey le 24 mars 2021, signé le président de la République. Merci, Monsieur le greffier en chef. Monsieur le greffier en chef, veuillez donner lecture de l'article 4 de la loi organique numéro 20-12-35 du 19 juin 2012, déterminant l'organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle. Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment sur le livre saint de leur confession devant le président de la République en ces termes. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Puisse Dieu nous venir en aide. Acte et dressé de la prestation de serment. Après lecture des articles par le greffier en chef Issouf Abdou, le président de la République lit la formule consacrée à cet effet. Messieurs les membres, il ressort des dispositions de la loi organique précitée, dont vient de donner lecture le greffier en chef, qu'avant d'entrer en fonction, vous devez prêter serment sur le livre saint de votre confession. Je vous rappelle la formule du serment. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Puisse Dieu nous venir en aide. À l'appel de votre nom, vous poserez votre main droite sous le livre saint de votre confession et prononcerez à haute et intelligible voix la formule du serment. Monsieur Kondo Umaru. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Puisse Dieu nous venir en aide. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monsieur Imran Meiga Amadou. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Puisse Dieu nous venir en aide. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je vous donne acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que de tout, il sera dressé procès-verbal. Je vous remercie de votre attention. La séance est levée. Ainsi, Kondo Umaru, représentant le barreau, et Imran Meiga Amadou, représentant les associations des droits humains et de la promotion de la démocratie, sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Précisons que la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.
Notez à présent que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a fait ses au revoir cet après-midi au personnel de la présidence qui 10 ans durant a été à ses côtés. C'est au cours d'une collation offerte à cette occasion dans l'enceinte de la présidence. Nous retrouvons Maria Makaita et Yazir Abou pour le compte rendu. C'est au cours d'une cérémonie très émotive avec un cœur serré que le personnel de la présidence fait son au revoir au président de la République. Un homme d'État dont le mérite et la qualité dépassent les frontières nationales, a souligné le ministre d'État, directeur de cabinet par intérim du président de la République, Foumakoy Gadou. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cet instant solennel, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous au nom de l'ensemble de vos collaborateurs pour vous rendre un dernier hommage en votre qualité de président de la République. C'est le lieu, Excellence, de vous témoigner notre infinie gratitude et notre immense reconnaissance pour nous avoir fait l'honneur de servir à vos côtés. Excellence, Monsieur le Président, durant ces 10 années, vous vous êtes évertué sans relâche à servir vos concitoyens dans tous les domaines. Sous votre conduite, le Niger s'est littéralement transformé, empruntant de façon irréversible la voie de l'émergence. Pour reprendre vos propos, Excellence, ce dont vous êtes le plus fier est d'avoir permis à notre pays de connaître sa toute première alternance démocratique, consolidant ainsi les institutions conformément aux objectifs de votre programme de renaissance, actes 1 et 2. Au-delà du peuple nigérien, c'est le monde entier qui vous honore aujourd'hui, à travers les multiples récompenses qui vous ont été décernées, notamment le prix Mo Ibrahim, qui consacre votre leadership d'excellence en Afrique. Vous devenez ainsi le premier président d'un pays africain francophone récipiendaire de ce trophée symbolisant la bonne gouvernance. Au plan continental, l'histoire retiendra que vous avez été sans conteste le champion de la mise en œuvre du projet phare de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, vieux rêve panafricain, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063. De ce fait, vous vous inscrivez dans la lignée des grands Africains ayant marqué l'histoire du continent. Excellence, Monsieur le Président de la République, le hasard a voulu que ce soit moi, votre vieux compagnon de route, votre ami, votre frère et camarade, qui vous rende cet hommage mérité. Je peux témoigner devant tous les collaborateurs, de vos qualités intrinsèques d'homme d'État qui ont caractérisé votre magistère à la tête de notre pays, mais aussi votre leadership. Permettez-moi de louer votre patience, votre courage, votre fidélité en amitié, votre infinie générosité, votre constance dans vos convictions, votre attachement aux valeurs du travail et du mérite, et par-dessus tout, votre sens élevé de l'intérêt général. Monsieur le Président de la République, durant votre second mandat, vous vous êtes fait le chantre de la renaissance culturelle à travers la promotion d'un certain nombre de valeurs qu'incarne
merveilleusement votre parcours personnel. En effet, ces valeurs ont permis à l'enfant de Dandaji que rien ne prédestinait à une telle réussite de présider à la destinée de notre pays. Votre parcours se doit d'inspirer des générations de Nigériens désireux d'être utiles pour eux-mêmes et pour la nation. Nul doute, Excellence, que ces valeurs continueront de vous guider dans la nouvelle forme d'engagement que vous avez choisie. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, plein succès dans cette nouvelle page de votre vie. Je vous remercie. Les résultats auxquels est parvenu le président de la République sont le fruit d'une parfaite collaboration de 10 ans. Une fierté que le président Issoufou Mahamadou a bien voulu partager avec ses collaborateurs, ministres, conseillers, chefs de cabinet, en somme tout le personnel de la présidence à qui il a transmis toute sa gratitude et ses remerciements. Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs, nous venons de passer 10 années passionnantes ensemble. 10 années au service du peuple nigérien. Pendant ces 10 années, j'ai apprécié votre collaboration, votre contribution dans la mise en œuvre du programme de Renaissance. Nous pouvons être fiers du travail que nous avons accompli ensemble. Nous pouvons être fiers des résultats obtenus. Nous avons amorcé ensemble la transformation de notre pays, la transformation du Niger. Nous avons consolidé ces institutions. Nous avons contenu la menace terroriste. Nous avons réalisé des infrastructures routières, énergétiques, de télécommunications, urbaines, comme l'illustre l'exemple de Niamey. Nous avons promu l'initiative 3N pour nourrir les Nigérians. Nous avons promu l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'eau. Nous avons créé des emplois pour les jeunes. Le Niger est en transformation. Et j'espère que cette transformation qui a été amorcée se poursuivra. Et je n'ai aucun doute qu'elle se poursuivra. Je ne vais pas être très long. Je voudrais tout simplement vous dire que chacun de nous aura une histoire à raconter. Une histoire par rapport à cette aventure que nous avons vécue ensemble. Une histoire à raconter à ses enfants qui peut-être à leur tour la raconteront à leurs enfants. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance, beaucoup de succès dans vos entreprises. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci beaucoup. Un échange d'amitié qui s'est poursuivi par une collation. Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que les travaux en séance plénière reprendront demain jeudi 1er avril 2021 à l'hémicycle, place de la concertation à partir de 16h30.
Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu en audience ce matin à son cabinet le représentant résident de Ocha en fin de mission au Niger. Dieudonné est venu faire ses au revoir à Brigitte Raffini. Il a surtout rappelé l'accompagnement de l'État dans toutes ses actions au niveau national. Je suis en fin de mission au Niger. Je suis donc venu dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et lui demander de bien vouloir transmettre toute ma gratitude aux membres de son gouvernement et au président de la République qui m'ont soutenu tout au long de mon séjour ici au Niger. Ce qui m'a le plus marqué ici, je dois dire, c'est la disponibilité du peuple nigérien, c'est la disponibilité des premiers responsables de ce pays, notamment son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement. Ils ont été chaque fois disponibles lorsqu'on avait besoin d'eux et vraiment c'est quelque chose de rare. Quelle que soit l'heure, quand on les touche, ils sont disponibles. Et donc, nous avons beaucoup apporté en appui aux efforts du gouvernement. Nous sommes des acteurs humanitaires, nous travaillons pour le bien-être des populations, pour l'assistance d'urgence aux populations, mais en appui aux efforts du gouvernement qui reste en première ligne, bien entendu. La première dame Hadja Aissata Issoufou, honorée cet après-midi par la société civile active en éducation à travers un témoignage officiel de satisfaction puis une présence symbolique. Les importantes actions réalisées par la présidente de la Fondation Gourivi Meilleur au profit du secteur éducatif pendant 10 ans lui ont valu cette distinction. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Notez aussi que la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, est officiellement honorée ce matin par les ministères en charge de l'éducation et la formation et la communauté éducative du Niger. Il s'agit pour les acteurs de l'éducation de célébrer les 10 ans de prouesse de la marraine de la journée de l'enseignant, Dr Lalla Malika, à travers sa fondation Tatali Iali, qui œuvre notamment pour la promotion du système éducatif nigérien. La remise des témoignages officiel de satisfaction à son Excellence, Madame la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tatali Iali du Niger, pour ses actions multidimensionnelles, multiformes en faveur de l'éducation et de l'enseignement. Son Excellence la Première Dame. Je suis très honorée de cette initiative. Je n'ai pas de mots. Merci, Excellence. Merci beaucoup. La présente cérémonie solennelle et pleine d'émotion consacre la remise de témoignages officiels de satisfaction à la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de la journée de l'enseignant. C'est un honneur que lui témoigne la communauté éducative pour ses actions et appuis multiformes en faveur de la revalorisation de la profession enseignante et aussi et surtout la promotion de la qualité de l'éducation au Niger. Il vous souviendra, docteur, qu'en 2012, vous avez accepté de parrainer une campagne de plaidoyer dénommée 2015 c'est demain, Agir pour l'éducation. Cette campagne, initiée par le cadre de concertation des OC actifs en éducation, financée par Oxfam, visait à interpeller le gouvernement et les PTF au respect des engagements souscrits au Forum de Dakar en matière d'éducation pour tous. Docteur, en acceptant de parrainer cette campagne, vous avez impulsé la société civile nigérienne à travers la coalition ASSO-EPT Niger, qui a été élue et qui siège actuellement au sein du conseil d'administration de la campagne mondiale pour l'éducation, avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, la société civile africaine et la société civile mondiale. Dans le même registre, toujours sous votre leadership, docteur, à travers la Fondation Tatali Iali, la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant le 5 octobre a pris un caractère solennel et grandiose, jamais connu au Niger et même dans la sous-région. Dès lors, cette journée a contribué à la valorisation de la fonction enseignante à travers de multiples distinctions et des prix de plusieurs natures, dont des motos, des ordinateurs,
des parcelles, des billets pour le pèlerinage à la Mecque aux meilleurs enseignants et enseignantes du préscolaire au supérieur. Il est très facile à compléter le ministre de l'enseignement primaire, coordonnateur des ministères en charge de l'éducation et de la formation, de constater que les élèves, les classes et les écoles renouent de plus en plus avec les valeurs éducatives du mérite grâce à l'engagement sans faille et soutenu de la première dame, Lalla Malika Issoufou. La Fondation Tatalin Yali a apporté une contribution inestimable dans l'amélioration des conditions de vie des enseignantes et des enseignants et l'amélioration du cadre de l'enseignement. D'autres actions, et non des moindres, peuvent être comptabilisées à l'actif de la Fondation Tatalin Yali, sans être exhaustif. On peut citer la construction de plus de 150 salles de classe dans plusieurs localités du pays, la réhabilitation du CEG Issoufou Mahamadou de Madawa, la réhabilitation de l'ancien CEG de Niamey qui porte désormais son nom, la réhabilitation de l'infirmerie du collège Mariama de Niamey, la réhabilitation de la faculté des sciences de la santé de l'université Aoudou Moumouni de Niamey, le parrainage des Jeux universitaires appelés Universiades, la distribution de vélos et de matériel pédagogique à l'intérieur du pays et même à Niamey, l'électrification solaire de certaines écoles en zone rurale et la reprise de l'installation électrique dans d'autres, l'octroi de 200 bourses scolaires par an pour les niveaux supérieurs et moyens au profit des jeunes filles et garçons des familles défavorisées, le plaidoyer pour la construction de l'université islamique des jeunes filles et dont l'inauguration a été faite avant-hier. Les efforts de la première dame sont perceptibles dans tous les domaines socio-économiques et culturels du pays. C'est pourquoi ce matin, les promotrices du programme Consommons nigérien ont saisi l'occasion pour lui exprimer leur reconnaissance. Merci beaucoup, mesdames. Merci, madame. La cerise sur le gâteau est la distinction du président de la République Issoufou Mahamadou par la société civile africaine présente au Salon international de l'éducation et de la formation tenu à Niamey lors du sommet de l'Union africaine pour tous les efforts consentis en faveur des services sociaux de base au Niger. À Zender, cérémonie ce matin de la présentation au drapeau du contingent 2020 du centre d'instruction de la région. C'était sous la présidence du ministre de la Défense nationale en présence du secrétaire général de la région de Zender. Le point avec Maman Laouli Chillo et Abdraman Maazou. Le ministre de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambe, a présidé ce mercredi matin la cérémonie de présentation au drapeau du contingent 2020 du centre d'instruction de Zender, qui a débuté par les mots introductifs du commandant du centre, le chef de bataillon Dari Moussi, qui a déclaré qu'après 6 mois de labeur, le 1440 recrues issus des régions d'Agadez, Dosso, Niamey, Tawa et Tilaberi ont suivi avec volonté, courage, détermination et abnégation de la formation de base à laquelle s'ajoute l'apprentissage fondamentaux et techniques utiles à l'exercice du métier des armes. Cette formation militaire initiale s'inscrit dans une dynamique tendant à faire des forces armées nigériennes une référence avec l'acquisition dans nos rangs de soldats patriotes, loyaux, disciplinés, bien entraînés, aguerris, professionnels, consciencieux, volontaires, disponibles et aptes à faire face à toute épreuve et partout où besoin sera. Une formation en 3 phases dite d'initiation qui consiste à l'inclimatation de ces jeunes à la vie militaire, l'instruction militaire, tactique et technique générale et l'entraînement physique et la mise en œuvre de connaissances acquises. Procédant à la présentation de ces jeunes soldats au drapeau, le ministre de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambe, a félicité au nom du président de la République, Mohamed Issoufou, chef suprême des armées, tous les responsables impliqués dans la chaîne de la formation, ainsi que tous les personnels d'encadrement. À ce sujet, j'ai le plaisir d'annoncer depuis Zender que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, a décidé, par des dispositions urgentes, d'apporter solution à 3 grandes occupations qui lui ont été soumises.
Il s'agit, premièrement, du règlement de plus de 600 millions d'impayés de la mutuelle militaire nigérienne. Deuxièmement, du déblocage de 500 millions pour achever la phase 4 du programme de construction des logements sociaux au profit des forces de défense et de sécurité. Troisièmement, de la mise à disposition de 275 millions de francs CFA nécessaires à l'achèvement de la modernisation du centre hospitalier des armées. Occasion pour le ministre de la Défense nationale de prodiguer des sages conseils aux recrues sur leur engagement à servir la nation nigérienne tout en leur souhaitant bonne chance. Notons que plusieurs prix individuels et de groupes ont été décernés aux soldats qui ont fait preuve de bonnes prestations. Pour gens de l'utile à l'agréable, les participants ont eu droit à des séances de démonstration sur les techniques de démontage et remontage des armes martiaux, suivis d'un défilé exécuté par le contingent 2020 du centre d'instruction de Sander. Lancement ce matin à l'Office des produits vivriers du Niger au PVN par visioconférence des activités relatives à la réception du KR 2019 don du Japon aux populations nigériennes. La cérémonie a vu la participation des représentants du ministère du Commerce, le directeur général de l'OPVN et le premier secrétaire de l'ambassade du Japon avec résidence en Côte d'Ivoire. Le point avec Hassan Daouda et Imran Maïga. Au nom du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé empêché, je vous présente tous nos remerciements pour la coopération qui a toujours existé entre la République du Japon et le Niger. C'est sur ces propos que le directeur du cabinet du ministère du Commerce vient de lancer officiellement l'ouverture des travaux de la visioconférence des activités relatives à la réception au titre du KR 2019, une aide alimentaire de 4 197,030 tonnes de riz d'une valeur de 300 millions de yens, soit environ 1,5 milliard de francs CFA, dont du Japon au peuple nigérien. Ces produits actuellement stockés dans les magasins de l'OPVN, de Konni dans la région de Tawa, de Lazare à Niamey, sont destinés exclusivement à la monétisation sur le marché local. Il convient de rappeler que ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération économique et financière non remboursable du Japon et que les recettes issues de la vente seront utilisées pour le développement économique et social de notre pays. Après s'en est suivi la présentation du document de base KR 2019 par le directeur gestion des stocks de l'Office des produits vivriers du Niger sous l'appréciation de son directeur général et le premier secrétaire de l'ambassade du Japon avec résidence en Côte d'Ivoire. Des points lus ici par la présidente du comité KR 2019. La situation alimentaire. Les organismes d'exécution chargés des procédures. La distribution des produits, l'évaluation de l'assistance alimentaire sur le plan de la sécurité alimentaire, les fonds de contrepartie, les relations publiques, les conditions pour l'exécution du KR et des points qui seront certainement inscrits en divers. Ces différents points inscrits à l'ordre du jour seront débattus et analysés en toute transparence dans l'intérêt du peuple nigérien, vœu cher aux plus hautes autorités, au premier rang desquelles Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. La ministre de la Population a participé hier à une rencontre virtuelle de la 5e session ordinaire du comité régional de pilotage sur l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques, bilan et perspectives, suivi de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet SWED qui s'est tenu à Nouakchott en Mauritanie. Le point avec Hawa Mamoudou et Imran Bakar Maïga. La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, présidente sortante de ce comité, a saisi l'occasion pour dresser le bilan de la mise en œuvre du projet SWED à la fin 2020. Après s'en sont suivis l'examen et l'adoption des plans de travail annuels 2021.
des pays membres du Suède, le lancement de la phase 2 du projet, le renouvellement du bureau régional du comité de la présidence revient à la Mauritanie. Présent pour la circonstance, le Premier ministre mauritanien a dit que cet événement régional honore à plus d'un titre le pays hôte. Dans son intervention, la ministre nigérienne de la Population a souligné que cette session virtuelle coïncide avec la fin de la mise en œuvre de la première phase du projet. Le Niger se félicite aujourd'hui de pouvoir apporter une nouvelle pierre à l'édifice pour l'autonomisation des filles et des femmes à travers la mise en œuvre du projet SWED. Depuis le lancement du projet, la mise en œuvre des activités relatives aux différentes composantes du projet axées sur un apprentissage mutuel et aussi sur la volonté de préparer les jeunes générations se renforce et s'amplifie. À ce titre, le projet SWED apparaît sans aucun doute comme la voie qu'il fallait emprunter pour faire des femmes et des filles de véritables actrices de développement de leur pays en se forgeant un destin commun. Ces résultats fort positifs appellent inéluctablement à la mise à l'échelle des interventions du projet dans la deuxième phase qui se dessine en vue d'intensifier et d'élargir le spectre de couverture des bénéficiaires. D'ores et déjà, je mesure l'importance des perspectives que cette deuxième phase pourrait ouvrir dans le domaine de l'accès renforcé aux services de santé de la mère et de l'enfant et le renforcement des activités de plaidoyer et de concertation sur les questions de population en impliquant les décideurs politiques, les leaders coutumiers et religieux. Au regard des résultats enregistrés sur la base des différents indicateurs de développement retenus, il serait nécessaire de capitaliser les acquis et d'aller vers une mise à l'échelle des interventions du Suède dans la deuxième phase, afin de toucher plus de bénéficiaires. Enfin, les participants se sont retrouvés à huis clos pour acter les décisions. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Ahmed Boto, a visité cet après-midi à Niamey le chantier du nouveau centre de formation métier du tourisme et de l'hôtellerie. Un centre de formation construit dans l'enceinte de l'agence de promotion du tourisme au Niger. Le point avec Mahmoud Idrissa Maïga et Hamidou Abdoulaye. Construit sur une superficie de plus de 500 mètres carrés, ce bâtiment R+2 en chantier va abriter le nouveau centre de formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie du Niger. Un projet du ministère du Tourisme et de l'Artisanat à travers l'agence de promotion du tourisme au Niger, la PTN, que le ministre Ahmed Boto, en charge du secteur, a tenu à visiter cet après-midi. C'est un vieux projet du ministère du Tourisme et de l'Artisanat de doter l'agence qui est chargée de la promotion du tourisme d'une école qu'on appelle hôtel-école. Parce que c'est vraiment une école particulière qui permet de renforcer les capacités des professionnels du tourisme en situation réelle. N'est-ce pas? Et je suis très ravi de constater que les travaux ont avancé et surtout que les travaux se font selon les règles de l'art. Ce qui est important de savoir, c'est que cette école sera entièrement financée par le Fonds de développement du tourisme. Depuis plusieurs années, nous nous sommes battus pour que nous puissions avoir le financement au niveau du ministère des Finances. Ça n'a pas été possible comme on le souhaitait, mais nous nous sommes résolus à financer cette école sur le Fonds de développement du tourisme et nous avons eu du ministère des Finances, en tout cas, un accord qui augmente l'enveloppe allouée au Fonds de développement du tourisme et de ce point de vue, nous avons décidé de construire progressivement cette école. Ce centre hôtel-école vise à améliorer les performances des professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie au Niger, surtout avec le développement des infrastructures hôtelières ces dernières années et l'organisation des grands événements internationaux dans notre pays. Comme lors du sommet de l'Union africaine, toutes les fêtes tournantes du 18 décembre, c'est nous qui assurons la formation de tous les professionnels qui interviennent dans l'accueil, l'hébergement et la restauration des professionnels. Et c'est des choses qui coûtent très cher à l'État. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'avoir un centre dans lequel nous pouvons offrir une formation de qualité. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Ahmed Boto, était très satisfait
de l'état d'avancement de ces travaux. Des travaux, qu'il faudrait bien le préciser, sont financés sur fonds propres de l'État du Niger. Rencontre de prise de contact et d'échange entre les femmes parlementaires et l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, Dr Denisa Elena Yoniti, hier de l'après-midi à l'Assemblée nationale. Cette rencontre vise à réaffirmer le soutien de l'Union européenne à cette institution et en particulier aux femmes parlementaires pour la réussite de leur mandat. Le compte rendu est signé Oumajemila Mwendachirou et à côté Ouaglassan. C'est dans le cadre du soutien qu'elle apporte aux institutions comme l'Assemblée nationale que l'Union européenne a jugé nécessaire d'échanger avec les femmes parlementaires à l'entame de leur mandat. Cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre l'Assemblée nationale, le ministère en charge de la promotion de la femme et la délégation de l'Union européenne en vue d'améliorer la situation de la femme au Niger. Notre pays vient d'achever le cycle des élections générales et en particulier les élections législatives, au bout desquelles, pour la première fois, 48 femmes ont été élues sur 166. On remarque qu'une avancée notable a été effectuée lors de ces élections. L'Assemblée nationale, qui passe d'une femme à la première législature, 14 femmes à la deuxième législature, et lors de la première législature de la 7e République, 16 femmes ont été élues au Parlement et 29 femmes à la seconde législature sur 171 députés. Cette session vise également à réaffirmer et mettre en exergue la solidarité, la disponibilité et l'engagement de l'Union européenne à appuyer ces femmes nouvellement élues. Je souhaite avant tout vous féliciter pour votre élection dans cette Assemblée comme représentante du peuple et également comme porteuse d'espoir. Pour les sœurs, pour les mères, pour les filles, vos familles doivent être fières de vous. Et nous en sommes toutes. Car le succès de chaque femme est un pas en avant pour le succès de toutes les autres femmes. Mais si c'était un combat pour les femmes d'arriver ici, le vrai combat commence. Celui de représenter toutes les femmes du Niger, de la femme rurale à la jeune fille. Le travail législatif que vous allez amener sera aussi un combat afin de créer des conditions favorables à la prise en compte des intérêts des femmes et des filles dans la prise de décision à tous les niveaux et ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'égalité, de développement et de paix pour les pays. Une démarche opportune, salutaire, qui honore les femmes députées. Nous sommes très honorés de votre démarche, celle de prendre attache avec nous à cette première session. C'est une session d'installation et vous avez fait le premier pas vers nous. Cela vraiment nous va droit au cœur et c'est le lieu ici de vous remercier. C'est une rencontre très importante parce que vous venez de nous décliner les opportunités que vous nous offrez. Occasion mise à profit par les députés pour renforcer leur capacité à influencer la prise de décision, promouvoir le leadership, pour accélérer l'autonomisation des femmes, la réalisation de leurs droits et l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes. La directrice générale de la haute autorité du WACF et le haut-commissaire à l'initiative 3N, partenaire de la foire patriote qui se tient au palais du 29 juillet et qui regroupe les veuves des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur, a visité hier après-midi les différents stands. Le compte rendu est signé Blaziz Issaka et Hamidou Abdoulaye. C'est une foire on ne peut plus particulière. Elle met en exergue le génie créateur des veuves des forces de défense et de sécurité invalides ou tombées sous le champ de bataille. Une initiative du WACF soutenue par le Haut Commissariat à l'initiative 3N dont les deux responsables ont visité les stands.
Cette foire qu'on appelait foire patriote rentre dans le cadre des activités prévues dans la phase de transition. On a prévu 3 types d'activités. Une assistance sociale immédiate par la mise à disposition des fonds de subsides de manière mensuelle, un programme d'accompagnement à l'autonomisation économique et enfin une campagne de communication, de patriotisme et de solidarité envers les familles. Et on veut montrer de la compassion, mais aussi on veut célébrer la bravoure de nos héros tombés. On veut aussi faire passer un message aux terroristes qui les tuent en pensant que quand ils sont tués, ils vont rentrer au paradis, ils sont martyrs. On dit non. Ceux qui tombent pour notre protection, c'est eux les martyrs. Ces femmes, loin de se résigner, sont pour la plupart en association. À travers cette foire, elles exposent au palais du 29 juillet des produits originaux, fabrication locale. De leurs propres mains, elles transforment, moulent, valorisent une matière première pour la rendre utile à notre quotidien. On y trouve des produits de consommation, de toilettes, d'ornements et même des habits pour enfants. À travers son impact, le Haut Commissariat à l'initiative 3N contribuera à l'amélioration de leur production et la rendre encore plus utile à nous. Il y a plus de 100 produits que le Haut Commissariat est en train d'accompagner dans le processus de la certification. Je pense qu'on va aider à mettre ces femmes en relation avec les femmes qui sont professionnalisées déjà dans l'organisation de type de ce foire et pourquoi pas, à terme, accompagner aussi ces femmes dans l'acquisition d'un certain nombre de matériel tels que des conditionneuses pour permettre un meilleur emballage de produits, donc l'emballage, la certification, tout ça, pour qu'ils puissent exporter leurs produits même à l'extérieur. À travers cette foire, le WACF souhaite créer une chaîne d'échange et de solidarité propice à l'autonomisation de ces femmes et de leurs familles devenues vulnérables. Le WACF vient de créer un nouveau véhicule pour servir les familles des martyrs. Et ce service ne s'arrête pas à certains montants liquides distribués, mais justement à renforcer l'activité économique au niveau de ces familles-là. C'est investir avec ces familles, investir dans ces familles. Si tu peux acheter pour les besoins de ta maison quelque chose dans un marché et sciemment tu laisses cela et tu t'adresses à ce genre de marché pour acheter, ça s'appelle l'aumône tacite, sadaqatu sirri. Toi, tu es venu pour accorder une subside à cette famille sans toucher de leur orgueil, de leur honneur. C'est comme si vous achetez dans un supermarché normal, mais là, vous achetez chez Allah. Et c'est important. Tout est dit. Alors, profitons-en. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de consultation des décideurs sur le processus de la révision et du renforcement et de la contribution déterminée au niveau national CND du Niger, organisé par la direction du renforcement de la résilience et de l'atténuation au changement climatique. Cette activité a été présidée par le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement et du développement durable. Le point avec Mariam Dakou et Hassan Moussa. Organisé grâce au soutien du PNUD qui appuie le Niger à travers l'offre de services connue sous l'appellation de promesse climatique du PNUD, cet atelier de consultation des décideurs a pour but global de faire un plaidoyer pour le relèvement de l'engagement politique du Niger en faveur du climat. Autre but assigné à la rencontre, c'est de prendre en compte les préoccupations des décideurs au processus de révision de la contribution déterminée au niveau national CDN du Niger. C'est également l'occasion de partager avec vous les principales recommandations des ateliers d'information et de sensibilisation tenus à l'endroit des cadres d'administration déconcentrés et de la société civile. Vous vous souviendrez que l'accord de Paris a été adopté justement à Paris le 12 décembre 2015, lors de la COP21 sur le climat, dans le but d'intensifier la réponse planétaire à la menace que représente le changement climatique. À cet égard, les contributions déterminées au niveau national sont des instruments privilégiés de mise en œuvre de l'accord de Paris, car c'est à travers elles que les pays s'engagent et communiquent leur ambition pour participer à la riposte mondiale face au changement climatique.
Aussi, le Niger, sous l'impulsion du président Issoufou Mahamadou, en signant et ratifiant l'accord de Paris sur le climat en 2016, s'est-il engagé à réduire de 3,5% ses émissions de carbone d'ici à 2030. Ceci en maintenant l'adaptation dans le secteur agriculture, foresterie et utilisation des terres à folie au cœur de la contribution déterminée au niveau national CDN. Concrètement démarré en août 2019, le processus de sa révision, placé sous la conduite du ministère en charge de l'environnement, connaît une très bonne progression avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, le PNUD, l'INCDF, le RAM de Belgique, la FAO, l'AFD et l'IRENA. Au cours de nos travaux, nous aurons à aborder l'état des lieux de la mise en œuvre de la CDN, soumise en 2015, la méthodologie adoptée pour conduire la révision, l'état d'avancement du processus de révision et l'état d'avancement de la 4e communication nationale sur le changement climatique. C'est ainsi que, compte tenu de l'intérêt et la pertinence des points à l'ordre du jour, le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement a invité les participants à tout mettre en œuvre pour faire de l'atelier une réussite totale. Aussi, le colonel-major Souley Aboubakar a remercié le PNUD pour son soutien et a permis l'organisation de l'atelier avant de demander aux autres partenaires d'accompagner le Niger dans le cadre de ce processus visant le rehaussement de l'ambition climatique nationale. L'agence de promotion du conseil agricole APCA organise du 30 au 31 mars 2021 un atelier national de validation et de partage des résultats de l'étude diagnostique du dispositif de la formation agricole et rurale au Niger. La cérémonie d'ouverture a été présidée hier matin par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en présence de plusieurs acteurs régionaux et sous-régionaux intervenant dans le secteur agricole. Le point avec Sadou Ino Ali et Nana Mariama Moutari. Dans le souci de combler la lacune autour de la formation professionnelle agricole, le Niger, en collaboration avec le réseau international pour la formation agricole et rurale, RIFAR, et l'Agence française de développement AFD, s'est engagé dans la réalisation d'une étude diagnostique du dispositif de formation agricole et rurale, objet de cet atelier de validation et de partage des résultats de la dite étude. La finalité de cette étude est de définir des axes d'amélioration qui répondent au contexte de développement de rénovation des systèmes de formation, d'éducation et d'apprentissage. Mesdames et messieurs, chers participants, les objectifs spécifiques de cet atelier sont recueillir les points de vue des acteurs clés du système national de formation agricole et rurale et les résultats de l'étude, cerner les boulots d'étanglement du dispositif national de formation agricole et rurale à tous les niveaux, mettre les jalons pour la mise en place effective du réseau phare du Niger. Le secrétaire général du réseau IFAR a tenu à rappeler le rôle combien important de son institution dans la formation agricole et rurale qui se décline à travers plusieurs axes stratégiques. À rappel, les axes stratégiques du réseau phare international sont appui aux initiatives phares au niveau des pays membres, co-construire l'ingénierie de la formation et les dispositifs, produire des connaissances opérationnelles et éthiques pour la phare, appuyer la communication et le plaidoyer pour un meilleur rayonnement de la phare. Ces axes stratégiques sont des leviers qui guident l'action du réseau avec un réel souci de s'adapter aux situations de chaque pays dans une prise en compte des évolutions des contextes national et international ci-dessus évoqués. Il est important pour les pays membres du réseau de capitaliser les acquis des 16 années d'existence du réseau en s'inspirant des expériences des autres pays afin de rester une force de proposition et d'argumentation pour la satisfaction de la demande issue des acteurs du terrain. Auparavant, le directeur général de l'Agence de promotion du conseil agricole APK, Bawagao Ousmane, a salué les acteurs ayant pris part à cette rencontre. Cela prouve, devrait-il indiquer, l'intérêt qu'ils portent à la formation agricole et au rôle qu'elle joue dans le renforcement des capacités, l'insertion à la vie professionnelle et le développement économique.
Le secrétaire général de la région du Maradi a procédé hier matin à l'ouverture d'un atelier de formation des membres des cellules JAR sur la formulation des plans et budgets sectoriels sensibles au JAR. Les présidents avec Aminata Ali et Hassan et Issoufou Suleiman. Le thème retenu pour le présent atelier est la planification des plans et budgets sensibles au genre et aux violences basées sur le genre. Un thème qui cadre parfaitement avec les institutions publiques de l'État du Niger relatif au renforcement des capacités de leurs animateurs. L'objectif poursuivi à travers cette activité est d'outiller les participants sur la formulation des plans et budgets sectoriels sensibles au genre. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, Soumana Karimoun, a souligné que cette activité de formation s'ouvre dans un contexte marqué par la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et de l'insécurité, due notamment aux attaques et au banditisme armé. Nonobstant ces défis de taille, le gouvernement de la République du Niger, sous la conduite éclairée de son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, fait de renforcement des capacités et des cadres de l'État une de ses priorités. Ainsi, l'État, pour atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030, conjugue ses efforts avec les partenaires techniques et financiers tels que l'Union européenne et les agences des Nations Unies. L'initiative donc Spotlight, lancée en septembre 2017, vise l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles et constitue un moyen pour concrétiser les ODD. Le caractère transversal de la notion genre a conduit le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant à retenir parmi ses activités l'accompagnement technique des ministères sectoriels en vue de la formation des plans et budgets sectoriels sensibles au genre et au VBG. Soumana Karimoun a, au terme de son allocution, adressé ses remerciements à tous les partenaires, plus particulièrement le PNUD pour son appui de l'organisation du présent atelier. Ouverture hier matin à Zender des travaux de l'atelier de formation des cadres régionaux et départementaux de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant ainsi que les autres cadres partenaires de mise en eau du spotlight sur le phénomène des violences basées sur le genre. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Hawaou Ali et Ali Habou. Le présent atelier regroupe les cadres venus des régions de Zender et de Difa, portant la formation des membres des cellules JAR est une réponse aux violences basées sur le genre. Cet atelier rentre dans le cadre de l'intégration du genre dans les plans de développement, que ce soit les programmes, projets, les budgets sensibles au genre. Donc c'est pour cela que vous êtes conviés, surtout en tant que partenaire. Prononçant son mot introductif, la représentante du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Soumana Fatima Magaji, a souligné que cette formation vise à renforcer et consolider les efforts des structures mises en place par le gouvernement et les partenaires clés, particulièrement la société civile et le mouvement des femmes. Les thèmes retenus portent sur la planification des plans et budgets sensibles au genre et aux violences basées sur les genres. Le choix de ces thèmes n'est pas fortuit. Il cadre parfaitement avec nos politiques et programmes et entre dans le cadre de la mise en œuvre du pilier 2 relatif au renforcement des capacités des institutions publiques. C'est pour cette raison que notre département ministériel, avec l'appui du PNUD, a retenu entre autres activités l'accompagnement technique des ministères sectoriels en vue de la formulation des plans et budgets sectoriels sensibles au genre et aux violences basées sur les genres. Dans le discours d'ouverture de cet atelier qu'il a prononcé, le secrétaire général de la région de Zender, Haroumaman, a souligné que le phénomène de violence basée sur le genre constitue une préoccupation majeure des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. L'atelier qui nous réunit a pour objectif de contribuer à la réduction des violences basées sur le genre au cours de ces 10 jours
1. Renforcer la capacité des participants sur les questions du genre. 2. Initier les participants et les participantes sur les outils de la violence basée sur les genres. Troisièmement, les participants sur le budget, la planification et la budgétisation sensible au genre. Je tiens à souligner que c'est sur la base de vos qualités respectives, vos expériences et votre engagement pour la lutte contre les violences basées sur le genre que vous avez été identifiés et conviés à cet atelier. Haroumaman a enfin invité les participants à être assidus, à travailler avec méthode et à faire des propositions riches et variées pour qu'on puisse mettre fin aux violences basées sur les genres. Notez à présent que la secrétaire générale adjointe du ministère de la Population a officiellement lancé hier matin à Dosso les activités commémoratives de la Journée internationale du travail social édition 2021. C'est à présence du secrétaire général de la région de Dosso. Les présidents avec Manalej Sito et Haris Garba. Au cours du lancement des activités commémoratives de cette journée internationale du travail social, qui est célébrée chaque année pendant le mois de mars, dont Dosso a eu l'honneur d'abriter cette année, le secrétaire général de la région de Dosso, dans son mot de bienvenue, dira que le travail social vise à promouvoir le changement et le développement social. Le travail social est à la fois une pratique professionnelle et une discipline. Il vise à promouvoir le changement et le développement social, la cohésion sociale, le développement du pouvoir d'agir et la libération des personnes. Ce faisant, les principes de justice sociale, des droits de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités sont au cœur du travail social. Quant à la secrétaire générale adjointe du ministère de la Population et des Réformes sociales, en lançant officiellement les activités et les revenus sur l'historique de cette journée qui a pour mission de souligner les réalisations du travail social. Cette journée est née de l'initiative de l'Association internationale des écoles des travailleurs sociaux et de la Fédération internationale des travailleurs sociaux qui ont un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. La journée a pour mission de souligner les réalisations du travail social, de rendre visible l'importance des services sociaux dans la vie des sociétés humaines et particulièrement de défendre la justice sociale et les droits humains. Le thème retenu cette année est intitulé « Une solidarité agissante envers les familles démunies pour une lutte contre le travail des enfants ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit, surtout quand on mesure la gravité des conséquences de la pauvreté dans les ménages, où certains enfants ne vont plus à l'école, laissés à eux-mêmes, par manque de moyens adéquats des parents, et obligés de travailler pour assurer leur survie. C'est à ce titre que les autorités de la 7e République ont fait de la lutte contre la pauvreté des familles un axe majeur du programme de la Renaissance. Pour les activités proprement dites, on retiendra entre autres une séance de sensibilisation des leaders sur les thèmes de la journée à travers une conférence suivie des débats, puis une projection sur les mécanismes traditionnels de solidarité et enfin une remise de kits aux personnes vulnérables. Ces kits sont composés de 50 sacs de 25 kg de riz et 50 bidons de 5 litres d'huile pour 50 bénéficiaires à raison d'un sac de riz et un bidon d'huile par bénéficiaire. Les femmes de la commune rurale de Guidansori, département de Guidarumji, région de Maradi, ont réceptionné ce matin des kits Caprin. Ce doit être fait par le PASEC, le poids avec Sananatahi et Soufou Suleiman. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du sous-projet intégré communal du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC, la commune de Guidansori, département de Guidarumji, a bénéficié de 120 kits Caprin, soit 480 têtes, dont 15 par village, pour un montant total de 11 873 500 francs CFA. Dans le village de Koukamekogo, 15 femmes ont bénéficié de 15 kits composés chacun de 3 chèvres et un bouc. Le choix de ces femmes, c'est un choix vraiment sur des critères de vulnérabilité, la pauvreté et
Ces femmes ont bénéficié des formations sur la santé animale, la transformation des aliments bétail et une banque géotechnique est en construction. Nous avons déjà enregistré des mises bas. Nous souhaitons qu'à travers le système de revolving, aux autres femmes de profiter également de ces kits caprins. Lors de cette cérémonie de remise des kits, le chef du village de Koukamekogo, le représentant du chef de canton de Guidansori et le représentant du maire et du préfet se sont réjouis de cet appui qui améliore la résilience des communautés. La promotion économique et sociale des femmes dépend de cet appui, a souligné le directeur départemental de l'élevage de Guidan Rumji, Yacoub Issa. Il a saisi cette occasion pour procéder à la sensibilisation des bénéficiaires sur la pérennisation des acquis, surtout qu'elles ont reçu des formations sur plusieurs thématiques en lien avec l'élevage. L'ONG Hetamat continue de développer des initiatives locales des hommes et des femmes de la région d'Agadez à l'image de cette opération de remise de kits et attestations à certains apprenants en fin de formation. C'est en présence de plusieurs invités, le compte rendu avec Algabit Assadek et Bachir Harouna. L'objectif principal de HD Tamat est d'accroître la résilience des communautés face au développement des courants islamistes intégristes au niveau de ces zones d'intervention. Autrement dit, les communautés des régions de Zender, Tawati, Labéry et Agadez résistent aux tendances fondamentalistes islamistes et la confiance en l'État est renforcée à travers des sensibilisations sur la menace djihadiste, le renforcement des conditions, cadres d'échange et de concertation entre les acteurs clés, le renforcement de leurs capacités et des infrastructures socio-économiques de base. C'est alors en lien avec ces orientations que HD Tamat a décidé d'accompagner la formation de 55 jeunes garçons des communes de Timia, Iferouane, Danat, Adelbisanat, Gougaram et Agadez communes dans la menuiserie métallique, la mécanique rurale, l'électricité et la plomberie assurées par le Centre de formation professionnelle et technique d'Agadez. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à ce type de formation-là et je vous invite vraiment à mettre en œuvre ce que vous avez appris et surtout à garder jalousement les kits qui vous seront remis. L'occasion pour les différents intervenants de saluer le dynamisme des interventions de HD Tamat et de sa disponibilité à poser les jalons afin de permettre aux jeunes d'être des acteurs de développement tout en remerciant les partenaires, en l'occurrence le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et Caire Allemagne. Dans cette même ordre d'idées, il en est de même pour l'accompagnement de 40 femmes formées en couture au centre de formation Nakoa d'Agadez avec au final une remise aussi d'attestation de fin de formation et de kits d'accompagnement, d'où la satisfaction du représentant du secrétaire général du gouvernorat d'Agadez empêché en ces termes. Ces formations cadrent parfaitement avec les attentes des autorités de la 7e République et les différentes stratégies nationales. J'exhorte les jeunes à créer vos petits ateliers pour exercer le métier que vous avez appris afin d'être autonome, utile à vos familles et à votre pays. Faut-il souligner que HD Tamat demeure aux côtés des préoccupations majeures des populations de la région d'Agadez en particulier et au niveau de toutes ces régions d'intervention en général pour les épauler afin d'aboutir à leur résilience mais aussi d'en finir avec l'obscurantisme et l'extrémisme violent. La Banque panafricaine Ecobank Niger a officiellement lancé hier le programme dénommé ELER, une initiative de cette institution qui vise à aider les femmes responsables d'entreprises à réaliser leurs projets, notamment par le financement de la formation et la promotion de leur entreprise sur le marché international. Le compte rendu avec Assimi Abdoulaye. La banque panafricaine Ecobank élargit son champ d'innovation avec un nouveau programme destiné à la promotion et la valorisation des entreprises axées sur les femmes. À travers Elever, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Ecobank tend la main aux femmes entrepreneuses avec un accompagnement au-delà des solutions financières.
Élève n'est rien d'autre qu'un programme destiné aux entreprises axées sur les femmes. Comme vous l'avez constaté lors de notre présentation, ce sont des entreprises qui sont détenues par des femmes ou qui emploient des femmes salariées. Donc c'est ce type d'entreprises qui sont éligibles au programme élevé. C'est un produit qui est venu solutionner le problème de marginalisation de l'accès au financement dans les banques, dont toujours les femmes ont décrié. Donc le groupe Ecobank a conçu ce programme pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir l'accès au financement souhaité pour développer leur entreprise. Le directeur général par intérim d'Ecobank Niger a d'abord magnifié tous les efforts des femmes avant de revenir sur les services de son institution bancaire. Créé en 1999, Ecobank Niger est présente sur tout le territoire national avec son réseau d'agences, des guichets automatiques de billets et de points express. Rendant proche l'accès aux services financiers, la Banque panafricaine, présente dans plusieurs pays, a entamé une marche vers la digitalisation avec la mise à disposition de la clientèle de plusieurs plateformes. Je cite Ecobank Mobile, Ecobank Omni, OmniLight, Ecobank Pay, Bank Collect. De nombreuses autres solutions destinées aux entreprises sont également offertes par la banque. C'est donc une perche tendue par Ecobank aux femmes nigériennes, rien que pour le développement de leur initiative. À elles de bien en profiter. La Cominac a procédé ce 31 mars 2021 à l'arrêt de ses activités de production, mais auparavant, les mineurs ont également fait la descente pour le dernier tir des minerais de la mine de la dite compagnie, suivi de la remise des clés de la mine au directeur général par le chef du groupe mine. Le récit avec Moussa Ifalay. 31 mars 2021, une date qui restera inoubliable dans la mémoire des salariés de la compagnie minière Dakota Cominac d'Arlit. En effet, cette date marque l'arrêt des activités de production de la Cominac, l'une des plus grandes mines souterraines d'uranium au monde, suite à la décision du conseil d'administration de la Cominac du 23 octobre 2019. Du 25 au 26 mars 2021, les mineurs ont effectué une dernière descente pour un dernier tir des minerais et procédant par la même occasion à la fermeture de la mine et la remise des clés au directeur général de la Cominac. C'était en présence des autorités administratives locales. L'instant est solennel et plein d'émotion. C'est avec la tête haute et fierté que nous pouvons dire mission accomplie, monsieur le directeur. Tout le monde est sorti du fond sain et sauf. En nom de tous les infatigables travailleurs du fond, les présents, les anciens et ceux qui sont tombés au cours du chemin, nous vous remontons les clés de la mine pour les prochaines importantes étapes de la vie de Cominac. Merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, ce moment si singulier pour Cominac et ses travailleurs. Votre présence parmi nous marque le signe de l'importance de Cominac pour nous tous. Cominac arrête ses activités d'exploitation, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Le directeur général de la Cominac rend ici un hommage mérité aux salariés qui ont, avec dignité et fierté, écrit l'histoire de la Cominac. En ce moment, mes pensées vont aux collaborateurs qui ont perdu leur vie, à tous les collaborateurs actifs de tout grade présents ce matin, statutaires comme sous-traitants. Je dis merci pour votre courage, votre stoïcisme, votre persévérance et votre dignité pour avoir conduit le bateau à bon port. Vous rentrez dans l'histoire comme partie de l'équipe qui, depuis l'annonce de la fourniture, a travaillé comme si cette fin n'arriverait pas, collant aux consignes et aux objectifs, avec des résultats. Et en cela, rendons hommage aux travailleurs de Cominac. Abordant dans le même sens, le directeur général de Orano, présent à la cérémonie, a saisi cette opportunité pour rappeler les moments glorieux d'un travail bien accompli par les salariés de la Cominac. Quand on me demande, vous avez des mines à travers le monde, mais les salariés qui ont le plus d'énergie, on est une entreprise d'énergie, ceux qui montrent le plus d'engagement quand vous cherchez à accomplir quelque chose,
Ce que je réponds, en toute sincérité, c'est que ces salariés-là sont à Arlit. Ils sont à Cominac, je veux dire. Et donc merci pour cet engagement, cette énergie et ce professionnalisme. Et moi aussi, du coup, je voudrais vous assurer d'un engagement que scrupuleusement nous tiendrons ce qui a été écrit. Il y a un héritage en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes d'infrastructures, en termes de vivre ensemble, un héritage humain qui a été magnifiquement dit par les salariés. Et je voudrais aujourd'hui souhaiter longue vie à cet héritage, longue vie à tous à travers vos enfants, nos petits-enfants et l'ensemble de la communauté. Longue vie à l'héritage de Cominac. Une stèle commémorative a été dressée en hommage à tous les mineurs. Elle a été dévoilée par le préfet du département d'Arlit, Nafana Mayaldou. Elle porte une plaque saluant la mémoire des personnes décédées des suites d'accidents de travail. La sortie du dernier minerai ici du dernier tir de la mine de la Cominac a été fortement applaudie par les autorités locales au cours de cette cérémonie. Cette cérémonie marque la fin des activités de production de la Cominac et l'amorce des activités de réaménagement du site industriel. Tendance Covid-19, les examens virologiques de ce jour, 31 mars 2021, se présentent comme suit. 18 nouveaux cas positifs notifiés, dont 11 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 7 chez les alertes sur 288 tests réalisés à la Covid-19, dont 2 de sexe féminin, 16 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 6 au niveau de la région de Niamey, 6 au niveau de la région de Zender, 6 au niveau de la région d'Agadez. Un décès enregistré à ce jour au niveau de la région du Niamey. À ce jour, sur 89 613 personnes testées, 5 021 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 641 guéris, 187 décès, 193 cas actifs, 21 en hospitalisation, dont aucun cas à réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Et enfin, notez que la loterie nationale